Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat aujourd'hui avec le Salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois aujourd'hui pour la première fois l'historienne et documentariste Hélène Thierchamp pour son livre magnifique, Les 100 plantes qui ont fait l'histoire, du lotus bleu de Cléopâtre à l'absinthe de Toulouse-Lautrec. Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. C'est une sorte de dictionnaire en fait que vous nous offrez là. Oui, moi je suis historienne et depuis 20 ans que je fais des ouvrages, j'ai l'habitude de collecter, parce que je suis une passionnée de plantes, de collecter toutes les anecdotes qu'il y a sur la botanique, l'introduction des plantes en Europe et le rôle qu'elles ont pu jouer dans l'histoire. Justement, quand vous dites elles ont fait l'histoire, c'est-à-dire ? Par exemple, regardez, vous avez l'aubépine. Bon, oui. L'aubépine, c'est une petite plante qu'on a l'habitude d'avoir dans les haies. Ça pique, c'est pas très agréable. C'est une petite plante, disons, de campagne. Mmh. À la Saint-Barthélemy, il y avait sur le cimetière des Innocents, là où il y a le Forum des Halles aujourd'hui, il y avait un grand cimetière qui a été supprimé à la fin du règne de Louis XVI. Là où il y a la fontaine des Innocents actuellement. Là où il y a la fontaine, il y avait un cimetière et pour des raisons hygiéniques, on a supprimé ce cimetière. Oui. Mais là, il y avait un cimetière avec un cloître et un aubépinier. Cet aubépinier était vieux, sec, et depuis plusieurs années, il ne fleurissait pas. Et quand il y a eu la Saint-Barthélemy, cet aubépinier a brusquement fleuri. Et résultat, les catholiques ont dit, Dieu approuve notre massacre des protestants, et j'ai trouvé ça dans les mémorialistes de l'époque, Pierre de l'Étoile, etc. Et le massacre de la Saint-Barthélemy s'est perpétué à travers toute la France, au nom de Dieu et de l'aubépine. Effectivement. Et ça a fleuri. Effectivement. C'est quoi une plante ? Parce qu'en fait, il y a de tout là-dedans. Il y a même des arbres. Oui, alors, c'est un végétal. Oui, alors moi je suis historien, mais je ne suis pas du tout naturaliste. C'est quoi une plante ? Je ne suis pas botaniste, je suis simplement passionnée. Disons que j'avais de quoi faire 3 livres entre les fruits et plantes. On a sélectionné des fleurs, des arbres et quelques plantes comme le théier, le camélia, le pavot qui a entraîné la guerre de l'opium. Absolument. Ça, c'est assez génial. Par exemple, il y a le café. Le café, c'est assez génial. Vous en parlez beaucoup, mais alors ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'à la Révolution, les gens sont peu habitués et ils commencent à prendre de plus en plus de café, ce qui peut expliquer un certain énervement. Oui, mais absolument. Le café arrive à la fin du règne de Louis XIV. Ouais. Bon, mais c'est encore réservé à une élite. Et tous les bourgeois gentilshommes se mettent à boire du café. Et à chaque foire, les Arméniens, parce que le café arrive d'Arabie via Constantinople, via la Turquie, les Arméniens vendent des petites tasses de café qui, à l'époque, étaient très, 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 très concentrées. Vous savez comment on le fait un petit peu en Turquie, avec du marc, et il faut vraiment il faut le filtrer, si vous voulez. Et ce café, à force... un Arménien ouvre à côté de l'Odéon le premier café qui s'appelle le Procope. Et voilà. Voilà. Mais à l'époque, il a eu beaucoup de succès parce que à cette époque, la Comédie Française n'était pas encore rue de Richelieu, elle était en face. Donc à l'entracte, les gens venaient boire un petit café. Et il a fait fortune. Et il en a profité. Son fils, qui s'appelait Procopio, s'est fait appeler Procope et en a profité pour placer quelques petites pièces à la Comédie Française. Et au moment de la Révolution, c'est au Procope que Voltaire, Diderot, mais aussi Benjamin Franklin qui arrive d'Amérique, vient discuter de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc le café a eu un grand rôle au moment de la Révolution. Exact. Puis comme il faisait très chaud cet été-là, il buvait du vin et du café. Imaginez un peu le mélange.
mélange. Oui. C'est assez génial. Quelle plante vous a le plus surpris quand vous avez fait le livre? Le camélia. Ah. Le camélia, parce que d'abord évidemment l'image est belle. Oui, puis j'ai écrit une biographie de Sarah Bernard. Bon, puis le camélia, j'en ai un dans mon jardin. Donc, c'est logique. Oui, et ce camélia s'appelle scientifiquement, c'est un camélia, c'est de la famille des Théacées. Oui. Et en réalité, les Anglais, ce sont les Anglais qui l'ont introduit en Europe, ils voulaient du thé, ils voulaient le camélia sinensis, le camélia chinois. Ils sont allés demander aux Chinois de leur vendre des graines de camélia pour le thé, camélia sinensis. Les Chinois qui avaient le monopole du thé, qui vendaient à prix d'or, leur ont refilé des graines de Camellia japonica, qui est la même plante, mais qui n'a aucun goût. Si vous faites une décoction de camélia, de feuilles de camélia, mais il n'a pas de fleurs. D'accord. Donc, quand ils l'ont mis dans leur serre à côté de Kew Gardens, ils ont trouvé des fleurs. Et ils ont vu qu'ils s'étaient fait rouler par les Chinois, et ils ont quand même eu beaucoup de succès en vendant cette plante qui a été arrivée en France via la Malmaison Joséphine de Beauharnais, mais ils voulaient toujours leur thé. Et ils achetaient le thé à prix d'or aux Chinois, et résultat, quand ils ont pris les Indes, ils ont écoulé le pavot, le sucre de pavot, l'opium. Ils ont échangé le thé contre l'opium jusqu'à ce qu'il y ait les deux guerres. Bon, je ne le déflore pas dans mon livre, mais cette plante est une plante à rebondissement, puisqu'on a le camélia, le thé et le pavot. Et puis des livres et puis des pièces de théâtre. Oui. Évidemment, bien sûr. Oui. Et j'allais mettre des opéras aussi. Des opéras. On a la totale. Hein. Certaines plantes ont provoqué des guerres, des empires, des migrations. Laquelle pour vous est la plus spectaculaire? Pour moi, c'est l'aconite. L'aconite napelle, c'est une plante qu'on trouve dans les, dans les Préalpes, où vous le trouvez. C'est une plante absolument superbe, mais elle est très toxique, excessivement toxique. La beauté est toxique. Oui. Et au XVIIe siècle, nous avons un ingénieur lituanien, qui a eu l'idée d'inventer la première arme chimique. Il a pris des plantes d'aconite, des fleurs d'aconite, et il les a séchées. Et dans un globe de verre, il a fait une bombe. Et il a écrit un traité, le grand art de l'artillerie, en disant... vous mettez comme un livre de recettes de cuisine. Vous mettez tant de grammes de plantes, vous mettez tant de grammes, et vous mettez un petit peu de bois vert pour que ça fasse beaucoup de fumée. Vous l'envoyez un jour où il y a du brouillard sur l'ennemi pour que la fumée stagne, passe par les fenêtres ou passe sous les portes, mais essayez de ne pas l'envoyer contre des chrétiens, envoyez-les contre des musulmans et des Turcs. Je trouve que ce livre est absolument... Je ne ferai pas de commentaire. Comment est-ce que vous expliquez que quand même des plantes qui sont ordinaires puissent et puis influencer des décisions politiques majeures parfois? Oui. Mais vous savez, la plante, c'est un symbole. Oui. C'est un symbole. C'est un symbole déjà de grâce, de féminité. Et pour tous les rois, regardez le lys. Hein, on est à Versailles. Le lys, en réalité, vient de l'iris des marais. Au moment où Clovis a pris le pouvoir et s'est converti sous l'influence de Clotilde, il a fait la guerre contre Alaric, qui occupait la France du Sud, les Visigoths. Il n'arrivait pas à franchir la Loire et les affluents de la Loire parce qu'il y avait une inondation. Et, miracle, brusquement, il voit une biche, pendant que son armée est bloquée, une biche qui essaye de passer, et cette biche passe à gué dans le fleuve. Et il se dit, là, on peut passer. Il a fait passer son armée à gué,
Et il a pu aller vaincre les Visigoths. Aussi. Et quand il a pris le pouvoir, il a transformé. Il avait, en bon roi franc, il avait un étendard avec 3 crapauds. Et Dieu, la voix de Dieu, a demandé à Clotilde qu'il change ces 3 crapauds contre 3 iris ou 3 fleurs qui sont devenues les fleurs de lys dorées. Il en a fait des choses, Dieu, avec Clovis. Hein, c'est extraordinaire. Alors, il y a aussi l'histoire du pommier, parce que vous mettez un pommier dans les plantes, donc. Oui. On dit toujours, Ève a croqué la pomme, mais c'est pas vraiment une pomme, en fait. Non. C'est une erreur de transcription. Oui, en latin, c'était le fruit. Oui, c'était le fruit. Les pommes des Hespérides, c'était aussi les pommes d'or. On dit que c'était des oranges, d'ailleurs. Certains disent que c'était des oranges. Chacun met ce qu'il veut. Pourquoi c'est important, le pommier? Parce qu'en fait, il apparaît plusieurs fois dans l'histoire. Oui, et pour moi, parce que c'était une plante, c'était un fruit que les gens, c'est un fruit banal, un fruit qui était depuis les Romains, depuis l'Antiquité, le pommier était une plante que tout le monde pouvait se procurer dans les jardins ou contre 3 fois rien. Le livre fait aussi beaucoup voyager. Il y a des pays plus particulièrement influencés par les plantes? Tous. Tous, en fait. Hein. Ah, tous. Ouais. Tous. J'ai beaucoup de choses sur le Canada parce que entre l'érable, le bouleau, qui ont permis d'avoir d'abord un certain nombre de plantes guérisseuses, l'érable avec le sucre, et puis le bouleau avec l'écorce et les canoës des Indiens qui ont permis à Champlain et à son équipe de remonter le Saint-Laurent. S'il n'avait pas eu de canot en écorce de bouleau, il n'aurait jamais pu remonter parce que c'était très léger. Et quand il y avait des rapides, ils prenaient le canot sur leur dos, ils passaient à pied et remettaient le canot pour remonter à travers. Ça c'est génial. Avec votre livre, on parcourt l'histoire. Ça c'est assez génial et ça change. Est-ce que ça a été difficile d'en choisir que 100? Oui. Absolument, j'ai d'ailleurs un autre. C'est vrai, il y a un tome 2. Oui, pour 2026. C'est vrai, vraiment. Oui, ça c'est assez incroyable. Lesquels, par exemple? Lesquels vous allez rajouter? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. D'accord. Okay. On ne peut pas le dire parce qu'il est en façonnage et l'éditeur va encore m'en supprimer. Je ne sais pas si j'ai dit, c'est Ulmer, hein, l'éditeur, effectivement. Qu'est-ce qu'on apprend de nos sociétés, justement, par rapport à ça? Qu'est-ce que ça dit de nous? Je pense que on est très fleur bleue, si je peux. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. C'est-à-dire, en fait, on est influençable. Oui, on est très. Et je pense que les plantes jouent un rôle important dans les. Tout le monde. Vous avez un enterrement, vous apportez une gerbe de fleurs. Vous avez un mariage, vous apportez des fleurs. Vous avez des fleurs sur votre balcon. Vous avez et maintenant on mange les fleurs. Oui, c'est vrai, oui. J'ai été invitée au botanique de Varangeville ou à Metz et on m'a fait un repas avec des fleurs. Pour moi, ça a été très dur. C'est spécial pour moi. Très dur. Mon Dieu, quelle horreur. Il y a aussi, alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais j'avais fait une émission sur les tulipes, sur le premier krach boursier en fait de l'histoire occidentale. Si vous voulez la raconter, c'est une histoire merveilleuse, ça. Ah ben, la tulipe est arrivée en Europe, disons à la fin de la Renaissance. Encore les Turcs. Oui, par les Turcs. Le sultan en a offert un diplomate viennois qui a apporté des tulipes rouges, parce que c'est la fleur emblème de Constantinople. Il a apporté des fleurs à Vienne. Et à l'époque, c'était les Néerlandais qui avaient vraiment le monopole, enfin qui avaient des grandes serres où ils avaient des forceries où les plantes pouvaient pousser. Donc, les Néerlandais ont fait des tulipes. Et brusquement, la tulipe a une particularité. Il y a un virus, un phytovirus, qui attaque certaines tulipes et fait que cette tulipe est panachée. La couleur part et on voit le blanc. Les gens qui achetaient ces oignons de tulipe ont brusquement vu ces superbes, la tulipe Saint-Père Augustis, toujours Auguste, et les prix ont flambé, à tel point
qu'on se battait, mais on ne savait pas si, quand l'oignon allait être planté, si ça allait être un oignon rouge ou si on ne savait pas que c'était un virus, mais bon, c'était ils ont commencé à spéculer comme à la bourse. Les gens spéculaient comme à la bourse. Et en 2 ans, cet oignon, avec ce phytovirus, cet oignon blanc et rouge, a pris une valeur. Et il y a des gens qui ont échangé des tableaux de Rembrandt contre des oignons de tulipes. Quand vous irez acheter des tulipes, pensez à ça. Oui. Jusqu'au moment où il y en a un qui a... Bon, on l'achetait virtuellement, on allait devant notaire, on l'achetait l'hiver, mais quand on le plantait, et quelquefois, quand ils sont sortis au mois de mai, ben, c'était rouge, et un beau jour, au bout d'un an ou un an et demi, chute des cours, et ça a inspiré à notre cher Dumas, le père des mousquetaires, un superbe roman qui s'appelle La tulipe noire. Absolument. Voilà. Mais effectivement, il y a eu des morts. Enfin, des morts, des suicides, parce que les gens avaient acheté, ils avaient vendu leur maison, ils pensaient après pouvoir le revendre. Des milliardaires se sont ruinés. Il y a des tableaux. Il y a un tableau du peintre Jérôme où ils ont, pour essayer de contrebalancer ça, ils ont fait détruire tous les champs de tulipes pour ne garder que quelques oignons, pour que le prix ne baisse pas. Mais bon, c'est absolument dingue. Moi, j'ai découvert des tas de plantes, évidemment, que je connais pas forcément. Pourquoi est-ce que c'est le Moyen-Âge, dans l'imaginaire, qui a le plus de plantes? L'aubépine, le rosier, il y a toujours... et puis des plantes vénéneuses. Oui, parce qu'à l'époque, avec quoi on se soignait? On se soignait avec les plantes. Bien sûr. Bon, et c'était généralement les cueilleuses, c'était des femmes qui pouvaient aussi, les plantes pouvaient, elles s'en servaient. Bon, la sage-femme s'en servait pour aider à l'accouchement, mais aussi à l'avortement. On s'en servait aussi quelquefois pour... Il y avait beaucoup de poisons au Moyen-Âge. Oui, bien sûr. C'est toujours les femmes. En Italie, avec des plantes. On ne connaissait pas non plus la chimie des plantes. Par exemple, il y a une histoire avec le laurier rose. Le laurier rose est toxique. Quand vous avez un laurier rose, il faut avoir des gants et surtout ne jamais mettre vos mains à la bouche. Et Napoléon, quand il envoie son armée en Espagne, en 1808, bon, il se heurte à une série de partisans qui refusent les armées de Napoléon, qui font la terre brûler. Ces soldats n'ont rien à manger, et un jour, ils découvrent un agneau abandonné dans un champ tout seul. Ils improvisent un méchoui sur des branches de laurier rose. Et le détachement des 12 soldats, il y en a 8 qui sont morts et 4 qui ont eu des brûlures et des problèmes d'estomac. C'est vraiment... C'est une horreur. Oui. Effectivement, une horreur. Ils ont empoisonné tout le monde, en fait. Oui. Effectivement. Et ça s'est reproduit quand la France a conquis l'Algérie. Ça s'est reproduit dans les oueds asséchés. Il y a un cuisinier qui... Alors, il savait qu'il ne fallait pas faire un méchoui, mais il ne savait pas comment touiller son truc. Il a pris une branche de laurier pour touiller. Bon. Et sur le détachement... On ne l'a jamais retrouvé. La découverte de l'Amérique, des Amériques, a fait découvrir des tas de plantes aussi. L'ananas. L'ananas qu'on a commencé à planter dans les serres. Et le premier ananas était néerlandais. Donc, encore une fois, oui. Oui, encore une fois. Louis XIV ne voulait absolument pas qu'on serve d'ananas parce qu'il y avait une légende qui disait que l'ananas rendait les femmes stériles. Mais c'est Madame de Pompadour qui a introduit l'ananas à la cour de France. Elle en faisait servir à tous les repas. Et c'est Napoléon III,
enfin, Eugénie, parce que c'est pas Napoléon III qui surveillait les cuisines, mais Eugénie qui a fait servir le premier la sauce sucrée salée avec un ananas, avec une viande de porc, avec un rôti. Ils ont fait beaucoup pour la gastronomie, d'ailleurs, ces deux-là. Oui. Pour terminer, avant les questions, peut-être, il y a une plante qui, évidemment, est synonyme de 19e siècle, fin 19e siècle, c'est l'absinthe, qui a fait tellement couler d'encre et d'eau et de beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous pouvez boire vous en trouvez. Oui, aujourd'hui, c'est autorisé maintenant. Oui. Oui, non, mais elle a pas on a enlevé les sucs alcaloïdes. Bon. Mais cette plante, les gens se sont mis à boire l'absinthe et elle détruit le cerveau. Et, oui, à haute dose. Hein, parce que, à haute dose, objectivement, oui. À l'époque, elle a détruit... C'était moins cher que le vin. Van Gogh, elle a détruit un certain nombre de personnes. Paul Verlaine, qui a fait des poèmes. Enfin, ils étaient déjà un peu atteints. Et Baudelaire, qui a bu cette absinthe et qui a fait, alors c'est sur Internet, on ne pouvait pas faire tous les croquis, mais il buvait l'absinthe, et sur Internet, vous avez un croquis qu'il avait fait, où il se représente plus grand, avec la colonne Vendôme, 2 fois, et il dit... quand j'ai bu cette absinthe, je me suis représenté très grand, mais après, on retombe, et on ne peut plus écrire toute la soirée, toute la nuit. C'est vrai. À mon avis, vous prenez 1 litre de whisky, c'est pareil. Mais enfin bon, faut pas le faire évidemment. Il y a une légende urbaine qui dit que en fait l'absinthe faisait tellement de concurrence au vin que c'est pour ça qu'elle a été interdite réellement. Oui, aussi, et surtout parce que regardez l'Assommoir de Zola, l'absinthe coûtait cher, on la distillait. Mais qu'est-ce que faisaient les restaurants ou les bars? Ils la mélangeaient avec des produits chimiques, et c'est pour ça aussi qu'elle a démoli tant d'estomacs. Bien sûr. L'Assommoir de Zola, c'est le livre le plus assommant de Zola, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Comment ça vous est venu, la passion des plantes? Écoutez, toute petite, j'avais un jardin en grande banlieue. Oui. Donc, je me souviens que j'aidais maman, j'aidais papa, et on avait des fleurs. Et on avait des fleurs aussi. Bon, on avait des pommes de terre. Hein, oui, qui est une plante aussi, vous en parlez d'ailleurs. Oui, j'en parle. On avait des iris, on avait des roses, et j'ai toujours... Bon, moi, je suis à la fois à Paris, et j'ai une petite maison de famille, petite avec un bout de jardin. C'est génial, ça. En Normandie, où j'ai mes camélias, mes hortensias, et j'ai besoin, chaque fois que j'écris un livre, je vais l'écrire là-bas, et quand je sors dans mon jardin. Ah ouais. Dernière petite question. De plus en plus, on voit en région, notamment, évidemment pas à Paris, des lieux où on reproduit les plantes du Moyen-Âge, etc. Oui. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un retour à... Je sais pas, non, parce que on dit aujourd'hui, on en voit de plus en plus, ça a toujours existé. D'accord. Ça a toujours existé à travers les jardins de simples, de bien plantes sûr, médicinales. Simples, il y en avait au 16e, au 17e, au 18e. Il y a toujours eu des jardins botaniques. Aujourd'hui, c'est médiatisé. Oui, vous avez les jardins. Bon, il y a les jardins ouvriers, il y a les jardins. On refait les jardins historiques à l'ancienne, mais ça a toujours existé. Et il y a toujours eu des herboristes, même si c'est interdit par la faculté. Il n'y a pas de diplôme. C'était ma dernière question, justement. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a interdit ça? Concurrence. Bien sûr. Et vous, en tant qu'historienne, passionnée de plantes, vous vous êtes jamais dit, tiens, j'aimerais bien être herboriste, mais pour vous, quoi? Non. Non? Non. Moi, je trouve qu'il y a un côté magnifique. Oui, mais vous savez... Il y a du boulot. Vous avez d'autres choses à faire. Non, j'ai toujours eu la passion d'écrire et de l'histoire. Et bon, je pense que quand on fait un métier, je bois des tisanes. Oui, bon, mais... je fais confiance aux gens. Hélène Tierchamp, vous êtes formidable. Les 100 plantes qui ont fait l'histoire. Je vous conseille vraiment d'acheter ce livre. Merci beaucoup. Merci à tous.